s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Coucou, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, et merci de nous accueillir chez vous pour ce nouveau Ça s'explique d'un genre spécial qui colle à l'actualité de ces dernières semaines. Cosas, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Gladys, comment vas-tu? Prête à entrer en piste? Fraîche et dispo. Et surtout, hâte que tu en dises un peu plus aux téléspectateurs sur le sujet du jour. Eh bien, il s'agit d'un sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, Gladys. Le braconnage et ses implications sur la sécurité de notre territoire. Oui, c'est vrai. La presse fait de plus en plus écho d'éléphants massacrés pour leur défense. Je lisais encore un article récemment sur les braconniers pris en flagrant délit de revente d'ivoire. Il y a 20 ans, on voyait à la télévision que le braconnage décimait les populations d'éléphants de la Tanzanie, du Botswana et du Zimbabwe. Pour nous, ça se passait là-bas, quelque part sur le continent. Quand le phénomène a gagné des pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou du Congo-Brazzaville il y a 10 ans, on ne s'est toujours pas vraiment senti concerné alors que la menace se rapprochait. Malheureusement, le trafic d'ivoire, car il s'agit de cela, est planétaire. Dans le monde, un éléphant est tué toutes les 15 minutes pour se faire prélever ses défenses. Et en plus du fait que 100 éco-gardes ou rangers trouvent la mort chaque année sous les balles des braconniers dans le cadre de leur mission sur le continent. Malheureusement, aujourd'hui, c'est au tour des éléphants du Gabon d'être victimes de braconnage. Et à d'autres espèces aussi, Gladys. Ah oui, lesquels? C'est déjà assez horrible comme ça. Le gorille, par exemple. Ah, mais pourquoi? Nous, les Gabonais, on est quand même historiquement les enfants de la forêt. Comment ça s'explique? Eh bien, si tu jettes un œil à cette carte de la sous-région, Gladys, tu verras que dans cette partie de l'Afrique, ce n'est pas la forêt qui en manque. Et d'ailleurs, les forêts du bassin du Congo sont considérées comme le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie au Brésil. Et si on fait un petit zoom sur le Gabon, tu te rendras compte que la quasi-totalité de notre pays est recouverte d'arbres. Et d'ailleurs, il y a parmi eux des essences très précieuses, comme l'ébène par exemple. Notre pays est un vrai petit paradis terrestre pour les animaux. Tu ne peux pas mieux dire. Conscient de cela, le Gabon a anticipé sur l'avenir en créant en 2002 13 parcs nationaux dans le but de protéger cet incroyable écosystème et cette extraordinaire biodiversité qui nous est bien spécifique. Et l'activité humaine y est scrupuleusement interdite. Malheureusement, plusieurs témoignages nous font état de braconnage d'éléphants de forêt dans ces parcs. Des professionnels qui sillonnent les forêts du bassin du Congo sont témoins de scènes particulièrement désolantes. Tout commence dans le braconnage par la chasse, ou plutôt traque de l'éléphant en pleine forêt. Elle peut durer plusieurs jours, les chasseurs poursuivant leur proie grâce aux traces que laisse l'animal sur son passage. Et il faut dire que, malheureusement, le plus souvent, ce sont les habitants des lieux, à savoir les pygmées eux-mêmes, qui pratiquent le braconnage. Maîtrisant parfaitement le milieu de la forêt, ils se déplacent avec leur camp de fortune jusqu'à ce qu'ils parviennent à débusquer l'animal et à lui tirer dessus. Première étape du massacre à venir. Monsieur Jean-François Lagros est vétérinaire. Il a passé plusieurs mois en forêt, au cœur d'un réseau de braconniers. Alors, monsieur Lagros, au vu de votre expérience, quel témoignage pouvez-vous nous apporter sur les méthodes employées par ceux qui braconnent? Il n'y a pas 36 techniques pour chasser l'éléphant. Il y a d'une part les armes à feu. Ce sont des armes automatiques des récents conflits qui ont eu lieu en Afrique récemment, ou ce sont les armes de la Deuxième Guerre qui sont toujours en circulation. On peut ajouter aussi quelques armes artisanales qui sont faites dans les villages par des artisans qui sont dangereuses pour ceux qui les utilisent. Mais on a aussi les pièges. Ce sont grosso modo les collets qui sont utilisés pour la viande de brousse pour les petites espèces, mais qui utilisent du gros câble. Par exemple du câble qui est utilisé chez les forestiers et qui ensuite servent à faire ces gros pièges dans lesquels tombent les éléphants. L'éléphant se trouve avec la patte qui est prise et on le laisse mourir d'épuisement avant de l'achever à la machette. Merci, monsieur Lagros. En tant que vétérinaire, quel est votre point de vue sur ces méthodes? À quoi pouvez-vous comparer la souffrance éprouvée par l'animal? Sur une échelle de 1 à 10, moi je placerais la douleur à 9-10. On parle de torture, véritablement. Vous avez un animal qui est blessé par balle, qui tombe à terre, et il vous faut ensuite peut-être 1 heure pour l'achever, pour le voir mourir.
Et pendant ce temps-là, vous le découpez à la machette, vous lui coupez la trompe à la machette, vous coupez les tendons, vous essayez par tous les moyens de le faire mourir, mais c'est un animal résistant qui est adapté à la forêt et qui souffre atrocement pendant plus d'1 heure. Donc je pense qu'on est dans la véritable torture. Sur un plan plus personnel, qu'est-ce que cela vous inspire comme sentiment? Je peux vous dire que moi j'ai vu une souffrance d'un animal avec l'œil d'un éléphant qui est vraiment un animal vraiment très particulier, qui vit, qui ressent, qui a une âme comme tous les grands mammifères. Et je peux vous dire que c'est un spectacle, moi, qui m'a vraiment marqué. Bien, merci Monsieur Lagros pour votre intervention. C'est vraiment quelque chose d'inhumain, le braconnage. Mais comment ça s'explique dans le fond, hein? Et qui fait ça et pour quelles raisons? Surtout, qu'est-ce qui est fait pour lutter contre ce phénomène? Allez, cher Cosas, je sais que tu as réponse à toutes ces questions. C'est justement le sujet de cette émission. Pour la première étape, il s'agira de comprendre la menace que représente le braconnage, non seulement pour la survie des espèces, mais aussi pour celle des êtres humains. Le deuxième temps fort de l'émission sera consacré à l'Agence nationale des parcs nationaux. C'est elle qui est en charge de la gestion des parcs nationaux et par conséquent au cœur du dispositif mis en place par le Gabon pour lutter contre le braconnage. On ira donc sur le terrain avec Gladys qui nous dressera un panorama des mesures déployées pour lutter contre ce phénomène. On essaiera également de saisir à travers l'interview d'un braconnier la raison qui motive lui aussi basse besogne et pour qui au final ces braconniers travaillent véritablement. Ça te va comme programme Gladys? Tiens, je vois que tu t'es mise en tenue de combat. On dira presque, hein, Cosas. J'ai emprunté la casquette d'un des 350 éco-gardes qui veillent sur nos parcs. Parfois au péril de leur vie, puisque la plupart des braconniers sont armés. Et les éco-gardes, eux, ne le sont pas. Tu fais bien de le souligner. Et c'est un point vraiment important. Parce que si on analyse bien ce qui s'est passé dans de nombreux pays d'Afrique, on constate que tous ceux qui ont été victimes de braconnage intensif ont basculé dans des conflits armés lourds, dont on n'ignore pas les conséquences sur les populations d'ailleurs. Que ce soit le Rwanda avec le gorille, la République démocratique du Congo avec l'éléphant, ou encore l'antilope en Angola. Dès lors que les armes entrent sur un territoire, automatiquement, c'est la sécurité de tout un pays qui est en danger. On comprend bien, Cosas. Lutter contre le braconnage, c'est protéger tout le monde, les animaux, la population et l'intégrité de nos frontières. C'est exactement ça, Gladys. Indépendamment du fait qu'on reconnaît ce que la nature nous permet d'obtenir, comme l'électricité par exemple. Le parc des Monts de Cristal joue un rôle central dans la régulation du climat autour de Libreville. Et c'est la rivière V qui, en alimentant les barrages hydroélectriques de Kingele et Chimbele, permet à 85% d'entre nous d'avoir l'électricité. Des animaux comme l'éléphant ou le singe jouent aussi un rôle clé dans la régénération des forêts. Et on connaît l'importance de la forêt pour l'homme. Sans les arbres, les risques d'inondation et d'éboulement sont nombreux. Et je crois me souvenir qu'on en a aussi beaucoup parlé dans les journaux ces derniers temps. Allez, on vient d'accoster à Pongara et je crois qu'il est temps pour moi de rencontrer le secrétaire exécutif de l'ANPN, le professeur Lee White. Professeur, bonjour. Bonjour. Puisqu'on parle de braconnage, vous pouvez nous dire l'évolution de ce phénomène? C'est dramatique. Sur 10 ans, on a vu les 3/4 des éléphants de forêt éliminés par les braconniers. On voit les braconniers qui sont de plus en plus organisés, de plus en plus agressifs, qui, depuis 2 ans, n'hésitent pas à tirer sur mes éco-gardes. Professeur, est-ce qu'on a un parc particulièrement qui est le plus menacé? Oui, le parc de Minkébé, au nord-est du Gabon. Sur les derniers 10 ans, on estime d'avoir perdu autour de 15 000 éléphants. Si rien n'est fait, dans combien de temps on pourrait voir les éléphants d'Afrique et au Gabon disparaître complètement? C'est vraiment sur les prochaines 5 ans que l'avenir de l'éléphant en Afrique se joue. Le Gabon, c'est la dernière population plus ou moins intacte. Tous les braconniers se focalisent sur le Gabon maintenant parce qu'ils ont éliminé les éléphants partout ailleurs en Afrique centrale. Et professeur, qu'est-ce qui explique cette évolution, étant donné que l'éléphant d'Afrique est protégé par la Convention internationale CITES et surtout que le commerce de l'ivoire est interdit depuis un bon nombre d'années quand même? Les syndicats de crime peuvent acheter en Afrique centrale
pour, disons, $50, 20 000 francs CFA, 1 kilo de l'ivoire. Et en Chine, c'est vendu à 1 million de francs CFA. Les bénéfices sont comparables à celles des trafiquants de drogue, des trafiquants des armes, des trafiquants des enfants. Et on voit les mêmes syndicats de crime commencent à s'impliquer dans cette commerce. Et c'est pour ça qu'on voit des braconniers de plus en plus violents et de plus en plus près de tirer sur nos équipes. On se rend bien compte que la menace du braconnage, ce n'est pas seulement les animaux. Chaque fois qu'on perd le contrôle de nos ressources naturelles, de nos éléphants, en Afrique, le pays descend dans une spirale vers une guerre civile. On entend le conflit qui existe entre les éléphants et les villageois, puisque les éléphants vont de plus en plus dans les villages saccager les plantations. Les braconniers qui viennent du Cameroun ou du Congo, bien sûr, ils évitent les villages. Ils vont dans des zones où ils sont cachés dans la forêt. D'accord. Et les éléphants qui sont très intelligents comprennent vite qu'ils sont moins en sécurité en pleine forêt, et ils sont poussés vers les villages. Et c'est ça qui crée le problème. Professeur, merci. Surtout bon courage. Alors, Cosas, on comprend qu'une véritable guerre est lancée pour lutter contre le braconnage dans notre pays. D'ailleurs, pour mesurer l'ampleur, je propose de partir tout là-haut dans le nord du pays, particulièrement dans le parc national de Mikébé, là où on estime avoir perdu 15 000 éléphants depuis 2004. Énorme, hein, n'est-ce pas? Le parc national de Mikébé est une immense forêt vierge de près de 8000 km², à peine plus petit que le Liban. Cet endroit est connu comme étant le deuxième plus grand bloc forestier subsistant dans le monde. Attention, c'est l'une des dernières étendues sauvages de la planète. Bonne mission Gladys, et attention à toi. C'est en hélicoptère, cette fois que je gagne le parc national de Mikébé, qui fait l'objet d'une attention particulière de l'ANPN et des autorités gabonaises, surtout depuis le démantèlement, il y a 2 ans, d'un vaste réseau de braconniers et de trafiquants en tout genre. Aujourd'hui, le parc a retrouvé une certaine sérénité. Il est placé sous la tutelle d'un conservateur qui assure sa protection grâce à une équipe d'éco-gardes. Ces derniers se relaient à tour de rôle dans ce morceau de forêt réputé pour avoir gardé son hostilité naturelle. Et si vous nous parlez des braconniers, d'où viennent-ils? La piste qu'ils utilisent, c'est une piste qu'on appelle ici la transmikébéenne, qui évolue du nord du Gabon jusqu'au sud du Cameroun. Lorsque nos éco-gardes sont en patrouille en forêt, ils localisent des camps. 2 fois, c'est des odeurs, des fumées qui nous alertent. Et lorsqu'on essaie un peu de faire la police d'intelligence, on se rend compte que c'est des campements de chasseurs, des pygmées qui y sont installés. Vous parlez des pygmées. Est-ce que c'est pour dire que les nationaux aident les braconniers dans leurs actes? Mais vous savez que les pygmées, c'est une tribu qu'on rencontre dans toute la région de la Centrafrique. Vous avez des pygmées camerounais, des pygmées congolais, des pygmées gabonais. Généralement, c'est la main-d'œuvre moins chère. Il suffit de lui donner une bouteille de pastis, un paquet de cigarettes, quelques boîtes de sardines, pour que ce dernier aille faire la chasse et qu'il vous ramène de l'ivoire. Mais il y a quelque chose que j'aimerais quand même comprendre, Monsieur Biban. Oui. Comment les braconniers font pour traverser la frontière? La frontière qui fait office entre le Cameroun et le Gabon, c'est une rivière qu'on appelle la Yina. C'est une petite rivière. En fonction des saisons, elle est facilement traversable. Mais depuis un moment donné, on a déjà localisé les pistes qui utilisent ces braconniers-là. Oui. Actuellement, nous sommes en train de construire une base avancée afin de permettre aux éco-gardes d'être postés quotidiennement là-bas. Mais est-ce que ces dispositions sont assez efficaces pour lutter contre le braconnage? Depuis 2 ans, l'armée met à notre disposition des militaires que nous déployons sur le terrain afin de repousser les menaces et d'effectuer des patrouilles pour mieux sécuriser le parc national de Mikébé. Les militaires, avec leur logistique et les armes, ne sont là que pour nous appuyer en termes de sécurité. Et depuis que les militaires sont avec nous, le taux de braconnage tend à diminuer. Donc on demande au Comité d'aide de nous mettre à disposition 15 ou 20 militaires. On cible une orientation. 2 fois, on peut parcourir 5 km en fonction des orientations. Tu sais, Cosas, il n'y a pas seulement le partenariat avec les militaires, mais aussi la brigade de la jungle. Face à la menace grandissante des braconniers de mieux en mieux organisés et armés,
une unité d'élite composée de 350 gendarmes spécialisés dans la protection des parcs a été mise en place courant 2013. But de l'opération ? Venir en soutien de la ANPN sur le terrain. Cette brigade de la jungle, comme elle a été surnommée, est donc formée à collaborer avec les éco-gardes, à se diriger en forêt et à repérer tout indice permettant de mettre la main sur les braconniers. On vient de le comprendre, il existe un partenariat entre l'ANPN et les forces armées gabonaises. Pour avoir plus d'informations, je m'en vais de ce pas interviewer le secrétaire général adjoint au ministère de la Défense, M. Lévy Martial Midépani. Bonjour, M. Midépani. Bonjour, Gladys. L'armée gabonaise appuie militairement le travail des éco-gardes. Et si vous nous dites comment ça se passe? La lutte contre le braconnage, ce serait dans un cadre global de sécurisation du territoire national. De ce fait, une compagnie de 120 hommes assure la sécurité autour de la zone de Minkébé. Le mode opératoire consiste en des patrouilles de 21 jours sur un rayon de 50 km. Et ce que je dois vous dire, c'est que la lutte contre le braconnage est rendue efficace avec l'excellente collaboration que nous avons avec l'ANPN, qui nous donne des informations qui nous permettent d'intervenir pour l'interpellation des différents braconneurs. Le braconnage, ce n'est pas seulement la menace sur les animaux. C'est d'abord un problème de sécurité intérieure. La zone de Minkébé était devenue une zone de non-droit où s'exerçait tout type de trafic. Alors, il y a un impératif, c'est celui de rétablir l'autorité de l'État en évacuant toute activité illégale de ces territoires-là. Merci Gladys pour ce reportage très instructif grâce auquel on mesure l'importance de s'attaquer à bras-le-corps au braconnage. Et si je résume un peu ce qui vient d'être dit, pour en tirer une petite analyse, les braconniers descendent en convoi du Cameroun pour venir s'installer au parc de Minkébé. Ils ont toute une logistique avec eux. Ils s'organisent non seulement entre eux, mais également, et là c'est le plus fort, avec certains de nos compatriotes qu'ils arment pour aller tuer les éléphants. Mais j'ai aussi entendu dire qu'il y a des villageois qui, fatigués de voir leurs champs piétinés par les éléphants, guident les braconniers vers les troupeaux en échange des morceaux de viande ou de quelques billets. Vous vous rendez compte? Mais je ne crois pas que ces personnes mesurent vraiment à qui ils ont affaire. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aimerais en savoir un peu plus sur ces braconniers, à la fois sur les commanditaires et les exécutants. Gladys, un mot là-dessus? Oui, suis-moi. Je viens d'atterrir à la prison d'Oyem où je vais rencontrer le procureur de la République. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, Gladys. Monsieur le procureur, qu'est-ce que dit la loi pour punir un braconnier? Elle ne punit que de 3 à 6 mois les infractions en matière de braconnage, suivies d'une amende de 100 000 à 10 millions. Qu'est-ce qui explique qu'au Gabon, la peine soit 6 mois et que dans les autres pays, la peine soit si sévère? C'est le législateur qui vote les lois et nous les appliquons. Lorsqu'un braconnier passe 6 mois de détention, il a tué plusieurs éléphants, il a vendu l'ivoire, il a caché de l'argent. Lorsqu'il ressort après 6 mois, il rentre dans son business et il reprend. C'est pourquoi j'insiste que le législateur revoie ce texte. Merci, monsieur le procureur. Maintenant, nous allons à la rencontre d'un braconnier incarcéré ici, à la prison d'Oyem. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez été tenu en détention avant d'être jugé pour braconnage. Et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Dans le département de Haut-Anthem, nous n'avions pas des sociétés qui peuvent nous embaucher. Comment vous faites pour retirer des défenses? Ma méthode, c'est de laisser pourrir l'éléphant pendant au moins 2 ou 3 jours. Et je tire. Et facilement, la défense, elle se retire. Une fois que vous l'avez retiré sur les éléphants, comment ça se passe? Nous chassons en groupe de 2-3. Donc, chacun d'entre nous peut avoir 5 ou 10 ou 20 kilos par bagage. Une fois que vous avez braconné l'éléphant, l'ivoire, comment vous faites pour la revendre? Nous prenons attache aux Sénégalais tchadiens qui sont implantés dans le département, qui viennent vers nous et puis ils achètent. Si vous avez 10 kilos, oui, ça vous fait 500 000. Merci, monsieur. Mais certains braconniers braconnent avec une très grande barbarie. Après avoir entendu tout cela,
on aimerait bien savoir pour qui les braconniers opèrent. C'est un secret pour personne. Les pays asiatiques, comme la Thaïlande et la Chine, sont les premiers acheteurs des livreurs braconnés qu'ils transforment sur place en statues ou en objets de décoration. Beaucoup de personnes s'emploient à en faire de véritables objets d'art. J'ai bien essayé de contacter l'ambassade de Chine à Libreville pour en parler, mais bon. Ne t'inquiète pas, moi j'ai réussi à contacter l'ambassade de Chine. Le braconnage d'éléphants et le trafic d'ivoire sont importants au Gabon. Et la demande vient en grosse partie de la Chine. Quelle est votre réaction sur le sujet? À ma connaissance, il n'y a aucun chiffre exact et officiel qui montre que la Chine est un grand consommateur et d'un grand pays destinataire de trafic illégal d'ivoire. Certes, ces dernières années, le gouvernement chinois a saisi une quantité importante d'ivoire en fraude, mais cela montre justement que la Chine a renforcé la lutte contre ce genre de criminalité. Est-ce que la Chine participe à la protection des éléphants au Gabon? La Chine mène jusqu'à maintenant une coopération fructueuse avec la communauté internationale sur la protection d'éléphants de l'Afrique. Surtout dans la formation de personnel, des officiels, dans la fourniture des assistances financières pour mener des opérations et des activités de protection des éléphants. Que tout récemment, le 6 janvier 2014, la Chine a procédé à la destruction publique de 6 tonnes d'ivoire saisis. Cela montre la détermination de la Chine de lutter contre ce phénomène et aussi cela pour sensibiliser l'opinion publique devant cette criminalité. Que tout le monde se rend compte de la gravité du problème et que tout le monde a une part de responsabilité à jouer dans cette lutte. Une coopération sino-gabonaise est-elle envisageable pour lutter contre le trafic d'ivoire? La possibilité existe. J'espère bien que les officiels et les scientifiques gabonais pourraient entrer en contact avec les autorités compétentes de la Chine pour parler plus concrètement de ce projet de coopération et surtout laissez-nous savoir quels sont vos besoins, dans quel domaine vous voulez obtenir une assistance, une coopération ou bien un échange d'expériences. Tout cela me paraît très intéressant. Bien, merci pour cet entretien. Contrairement à ce qu'on pourrait avoir tendance à croire, la lutte contre le braconnage va dans le sens de la protection des éléphants et des hommes, puisqu'elle permet de garantir la sécurité de notre territoire. Et par-delà donc, la paix, tout simplement. C'est pourquoi, on l'a vu, chère pisteuse, le problème du braconnage est pris à bras-le-corps par les autorités pour organiser une lutte sans merci contre ce phénomène. Avec un travail sans relâche de l'ANPN qui déploie ses écocards dans nos 13 parcs nationaux dont elle a la charge et qui travaille en collaboration avec l'armée gabonaise pour appuyer ses équipes pour pouvoir répondre à toute agression des braconniers. Ça, c'est sur le terrain. Sur le plan juridique, la machine est également en marche pour durcir la loi et les peines encourues par toute personne prise en flagrant délit de braconnage. Le projet de loi devrait sortir en 2014. Gladys, peut-être quelques mots pour les populations qui habitent autour des parcs? Oui, je voulais saluer toutes les personnes qui ont rejoint l'ANPN dans la gestion des parcs à travers les conseils de gestion locale ou qui vont le faire très prochainement. C'est vrai qu'Ozas, la situation n'est pas facile à supporter en tant qu'on vit à côté d'un parc national. Mais il faut savoir une chose, contribuer à la protection d'un éléphant ou de tout autre animal, c'est se protéger soi-même. Donc notre vie, pensez-y. Moi, je suis sûre d'une chose. Si je vais en Asie, je ne pourrai jamais, je dis bien jamais, me permettre d'acheter un objet en ivoire. Ça me fait trop mal. C'est très juste, Gladys. Les politiques ont leur part de travail à faire. D'ailleurs, lors du dernier sommet franco-africain des chefs d'État qui s'est tenu à Paris début décembre, les pays concernés par le braconnage ont décidé de renforcer leur législation. La solution devant être internationale, que ce soit au niveau des pays d'origine que des pays de destination, en particulier en Asie. Mais le braconnage, c'est l'affaire de tous. Et tous, autant que nous sommes, nous devions adopter cette attitude pour protéger notre territoire. Et cela est possible, car en très peu de temps, le travail des éco-gardes a vraiment porté ses fruits.
Étant donné que je suis devenue presque une vraie éco-garde, Satoni, je t'emmène survoler les parcs en hélicoptère, c'est trop magnifique! Ça ne se refuse pas une telle proposition, chers téléspectateurs. Ça s'explique, spécial braconnage est à présent terminé. Je vous dis ciao ciao et à très bientôt pour un nouveau Ça s'explique.